Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à vous dans votre émission Ma famille, ma vie. Aujourd'hui on est mardi 11 octobre 2022 et on est en direct depuis les studios de Canal Algérie. Et comme vous le savez sûrement depuis hier, depuis la semaine dernière déjà, on est en direct avec vous du lundi au mercredi de 10h30 à 11h30. Et puis vous pouvez même participer à l'émission en nous appelant sur le téléphone qui va s'afficher tout à l'heure pour partager avec nous vos expériences, témoigner, tout simplement poser des questions aux personnes, aux spécialistes, aux témoins, aux personnes qui sont là aujourd'hui pour participer à l'émission concernant bien sûr le thème de l'émission. Et le thème qu'on a choisi aujourd'hui pour vous est la scolarisation des enfants à besoins spécifiques, le parcours du combattant. Tout enfant a le droit à la scolarisation ou tout simplement à une vie normale. Qu'en est-il des enfants à besoins spécifiques? Les enfants porteurs de trisomie 21, les enfants autistes ou encore les enfants en situation d'handicap. Les options disponibles ne sont pas variées et les parents comme les enfants rencontrent beaucoup d'obstacles tout au long de leur vie, que ce soit pour la scolarisation ou même la vie d'adulte. C'est vraiment difficile pour eux, pour ces enfants porteurs de trisomie 21, d'autisme ou en situation de handicap, même la vie après la scolarisation, même si on va dire que la scolarisation s'est faite, même si c'est compliqué, on va le voir aujourd'hui. Et après, qu'est-ce qui se passe après la vie d'adulte de ces personnes-là? On va en parler avec nos invités qui font partie de la famille, de Ma famille, ma vie. Ils ont toujours été là depuis le premier jour de l'émission, depuis pratiquement 3 ans maintenant. Alors j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Dr Samia Lamara. Vous êtes psychologue et maman d'un garçon porteur de trisomie 21. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Mounia et merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir d'être parmi vous. Merci, le plaisir est partagé. Et aussi, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir Madame Farah Hassid, qui est maman, vous êtes maman de Elias, qui est autiste, Asperger, et vous êtes aussi la créatrice de la fondation Elias pour l'autisme. Voilà. Oui, bonjour Mounia, bonjour Wahida, bonjour tout le monde. Merci pour l'invitation également. Excusez-moi, je me suis réveillée avec une extinction de voix aujourd'hui, mais ça ne m'empêchera pas de parler. Très bien, super. Et bien sûr, avec nous aussi, Wahida, bonjour. Bonjour Mounia. Ça va? Tranquille. Tant qu'il fait beau, moi ça va. Alhamdoulilah. Pour le temps, on va en parler, je pense, demain, parce que voilà. Très bien. Je vous en dirai un peu plus aussi demain. On aurait aimé aussi avoir quelqu'un du ministère de la Solidarité, on les a sollicités et bien sûr ils n'ont pas répondu favorablement à notre invitation, ils ne sont pas présents, c'est dommage parce qu'on aurait aimé avoir leur son de cloche. Et bien ça se fera sans eux aujourd'hui et ça se fera avec vous mesdames. C'est toujours un plaisir de vous avoir ici sur le plateau. Donc Farah, j'ai envie de te tutoyer tellement depuis le temps qu'on se connaît. Oui, c'est vrai. Vous êtes passé avec nous déjà dès la première année de l'émission Ma famille, ma vie. Vous êtes venu témoigner de la situation d'Elias, du parcours d'Elias qui était assez compliqué par rapport à sa scolarisation, à son inscription dans les écoles privées, étatiques. Ça n'a pas toujours été simple. Qu'en est-il aujourd'hui? C'est toujours un petit peu difficile. Nous avons moins de pression en ce qui concerne Elias parce que il a évolué, il est passé à un palier supérieur, il est au moyen maintenant. Mais à l'époque où j'étais passée, d'ailleurs je vous remercie, c'est chez vous, c'est chez toi que nous sommes passés pour la première fois à la télévision parce que nous avions fait un tapage médiatique, c'est-à-dire on avait fait un communiqué de presse, on avait crié notre détresse, nous étions seuls, nous étions livrés à nous-mêmes, nous le sommes toujours. Personne ne nous aide tant qu'on ne parle pas. Oui. C'est pour ça que nous sommes passés ce jour-là, j'étais passée pour demander aux parents de s'exprimer, de dire. De s'unir et s'exprimer tous ensemble, surtout parce qu'une seule voix ne suffit pas. Et une seule voix ne suffit pas. Et puis j'avais raconté mon histoire parce qu'elle ressemblait aussi à l'histoire de toutes les mamans, tous les parents qui ont subi beaucoup d'injustices, beaucoup d'exclusions, d'une part par manque de connaissances, d'informations, de droits vis-à-vis de leurs enfants. Ce n'est pas de leur faute d'un côté, et d'un autre côté parce qu'il y a toujours, c'est un petit peu la nature humaine, hein, en sachant
s'acharne un petit peu sur les plus faibles. Oui, malheureusement. Malheureusement. Et puis, entre-temps, donc depuis que nous sommes passés à l'émission Ma famille, ma vie, ça a bougé. On nous a vus, on nous a entendus et on nous a répondu. Au point où, en 2021, le 18 avril, le président de la République lui-même a réagi et a ordonné à son gouvernement de prendre en considération, de chercher les solutions et de faciliter. Ils ont parlé de facilitation de l'inclusion de ces enfants. Oui. Ça a été une énorme victoire. Pour nous, c'était comme le jour de l'indépendance. C'était magnifique. Et malheureusement, cette rentrée scolaire a été, nous a renvoyé 3 ans en arrière en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut savoir que Elias a eu ce qu'on appelle la 6e, ce qu'on appelle nous, notre génération, la 6e. C'était la 6e. La 5e. Il a eu sa 5e haut la main. Il a été reconnu par le personnel de l'école, par les enseignantes, par la directrice elle-même. Oui. Qui l'avait refusé au début. La première fois. Exactement. C'est la même qui l'avait refusé à l'entrée. Et je me rappelle que tu m'avais posé la question, mais pourquoi est-ce qu'elle refuse? Parce qu'à l'époque où j'étais passée, nous étions dans une période transitoire où nous avions effectué le transfert d'une école à une autre. Voilà, d'une école privée à une école étatique, et elle ne voulait pas inscrire les 2 enfants, parce que le petit frère aussi. Dans l'école étatique, qui était l'école de proximité, de droit, c'est-à-dire c'est celle où nos enfants sont inscrits automatiquement. C'est la loi qui le dit. La directrice a refusé d'inscrire mes 2 enfants. Et vous m'aviez posé la question à l'époque. J'en essayais de trouver des explications. On s'est dit, bon, je ne sais pas. Eh ben, depuis lors, nous avons une explication. Et quelle est cette explication? L'explication, c'est le harcèlement des directeurs d'école. C'est-à-dire que le directeur de l'école privée a envoyé un courrier à la directrice de l'école étatique pour lui dire que cet enfant n'est pas scolarisable, que ses parents eux-mêmes l'avaient sorti de l'école, que ce n'était pas lui qui l'avait renvoyé. C'est un acharnement. C'est un acharnement. Mais c'est très grave. C'est très grave. Ça veut dire que je renvoie votre enfant et en même temps, je lui ferme toutes les portes. Ça, c'est inhumain. Je suis désolée, mais c'est inhumain. C'est pas possible. Donc là, j'ai eu la réponse parce qu'on s'est dit, mais d'où ça vient? Et lui, en fait, il était en train d'envoyer des courriers aussi vers la direction. À notre insu, bien parce qu'on sûr. savait pas ça. C'est la guerre, quoi. Il fallait qu'il gagne la guerre. Voilà. Nous n'étions pas en guerre. On était juste des parents en détresse qui cherchions à valoir le droit de notre enfant, sachant que, parce que le problème, c'est qu'en étant des parents, on pense qu'on surestime nos enfants, que nos enfants de toute façon n'ont pas leur capacité, qu'on n'arrive pas à accepter le trouble de nos enfants, ce qui est faux. Ce qui est faux. Pourquoi? Parce que si on suit le processus légal de scolarisation des enfants à besoins spécifiques, il n'y a plus on ne peut plus discuter. On l'a passé par le centre. D'ailleurs, je conseille toutes les mamans de commencer par le commencement, de faire les choses légalement, dans les règles de l'art, de faire confiance aux institutions, aux établissements de l'État public, parce que c'est là-bas, c'est la clé. Voilà. Ils emmènent d'abord leurs enfants, ils les évaluent pour savoir de quelle manière vont-ils être scolarisables. Voilà, mais justement, il faut se diriger, il faut connaître ses droits, il faut connaître ses parcours, il faut se rassembler avec les autres parents, il faut prendre contact avec les autres parents, parce que voilà. Vous avez essayé de faire aussi en créant la fondation. C'est exactement ça. Et justement, nous allons passer aussi à Dr Lamara. Alors, on vous connaît aussi dans l'émission en tant que psychologue. Vous venez pour parler d'autres thèmes et tout ça. Donc aujourd'hui, vous êtes là pour justement
parler de la trisomie 21, justement, et parce que aussi vous êtes maman d'un garçon qui est porteur de la trisomie 21. Tout à fait. Ben, écoutez, je suis un petit peu, enfin nos combats sont similaires, hein. Au départ, c'est vrai qu'on est confronté quand ils sont jeunes, on est confronté à cette envie et ce besoin de les inscrire dans des écoles, on va dire, ordinaires, mais on est face à un mur. Avec le temps, c'est vrai que là, au jour d'aujourd'hui, on se rend compte que ce qu'il lui fallait vraiment, je parle de mon fils, je parle aussi de toutes les personnes, parce qu'ils sont à l'âge adulte maintenant. Oui. Votre fils a 20 ans aujourd'hui. Il a bientôt 18 ans. 18 ans, pardon. On est confronté à une réalité. Cette réalité, elle fait que cette personne, âgée de 18 ans, aujourd'hui, a-t-elle réellement besoin d'une insertion scolaire? Le devenir de cette personne après 18 ans, parce que si on doit se sacrifier, si on doit faire tout ce cheminement et surmonter tous ces obstacles, parce que les obstacles ne sont pas au niveau de l'école uniquement, c'est sur le plan santé, sur le plan social, sur le plan familial. Il y a beaucoup de choses qu'on traverse durant cette période et qui font qu'à l'âge de 18 ans, c'est vraiment le retour à la case départ. Que va-t-il devenir? Que va-t-il faire exactement? L'insertion professionnelle, c'est pas toujours évident. Alors écoutez, personnellement, je fais partie d'une association, c'est l'association ANIT, qui existe depuis beaucoup d'années. Et personnellement, à un certain moment, j'étais vice-présidente chargée de la formation professionnelle et j'avais sollicité les services du ministère de la formation professionnelle. Et il n'y a jamais rien eu. Il n'y a jamais rien eu. Il y a eu des réclamations, il y a eu des conventions qui ont été faites, qui n'ont pas été signées, des portes qui sont fermées, des gens qui ne veulent même pas nous écouter. Là, c'est vraiment l'impasse. Moi, j'ai besoin d'avoir un cursus, peu importe qu'il soit dans un milieu scolaire ou dans un milieu professionnel. Parce qu'il faut savoir qu'il y a, c'est pas tous les enfants porteurs de trisomie 21 qui peuvent avoir la possibilité et la capacité de suivre un cursus scolaire. C'est pas grave. Là, c'est pas grave. L'essentiel que... Il ne faut pas s'acharner, il faut vraiment faire du cas par cas. Tout à fait. S'il peut, il y en a qui peuvent y arriver, il y en a qui peuvent suivre un cursus universitaire et on les a vus un peu partout dans le monde, qui arrivent à décrocher leur bac. C'est difficile pour les parents parce que qu'on se dit, comme vous le disiez tout à l'heure, on se dit, je veux quand même avoir une chance, je veux quand même si les professionnels me disent que ce n'est pas possible, votre enfant ne pourra pas être au même niveau que les autres, il ne pourra pas suivre le programme, il ne pourra pas suivre tout ça. Mais en tant que parent, on a l'impression que notre enfant, notre progéniture a les capacités et on veut faire le maximum pour ne pas avoir de regrets et pour lui donner sa chance. Comment justement faire avec les parents? Est-ce qu'on doit... C'est votre expérience, vous, qui vous aide maintenant et qui vous a ouvert les yeux. Tout à fait. Comment que ça se passe? Est-ce que vous conseillez d'autres parents? Est-ce que vous faites des groupes de parole? Alors justement, c'est une réflexion de beaucoup d'années et un vécu qui fait qu'aujourd'hui on arrive à faire un petit peu, je dirais pas un bilan, mais on arrive à faire une sorte de constat par rapport à la situation. Dernièrement, nous avions organisé un atelier. Et c'était gratuit, destiné aux parents, surtout, et j'avais précisé surtout les nouveaux parents, parce que je connais leur détresse, je connais leurs inquiétudes, je suis passée par là, je connais tout leur questionnement, je sais comment qu'ils voient les choses, le deuil qu'ils n'arrivent pas à surpasser. Vous savez par quoi ils vont passer très aussi. difficile. Et il faut savoir, Monia, il faut savoir, et je le dis à chaque fois que l'occasion se présente, il n'y a aucun dispositif de prise en charge après l'accouchement. Quand l'enfant est là, je parle de l'enfant porteur d'une trisomie 21, où c'est-à-dire là, on n'a pas besoin d'un diagnostic. Il y a le faciès, c'est apparent. On peut pas. Même si l'année dernière, on avait fait une émission aussi par rapport à ça, où la maman s'en était rendue compte quelques mois après, quand le médecin lui a dit il est porteur de trisomie 21, mais voilà. Donc même si on va dire que le premier mois
ça se voit pas, ça finira par se voir, on le constatera quand même. Généralement, ça se voit. Généralement, ça se voit. Généralement, Voilà. ça se voit. Mais il n'y a pas de prise en charge. Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a des parents qui peuvent être dans un déni Oui, du fait possible que aussi. Quand on a notre enfant devant nos yeux, c'est la plus belle chose au monde, j'imagine. Oui. Et pour nous, il est parfait et on ne voit aucun défaut. On imagine qu'il est parfait, mais il est parfait. Heureusement. Il est parfait, c'est bien notre sûr. Progéniture. Mais on n'imagine pas qu'il est peut-être atteint d'autisme ou porteur de trisomie 21 et parce qu'on a l'impression qu'il a un avenir incertain. C'est ça le problème. On a peur du futur, oui. Tout à fait. Et donc là, moi je recommande toujours la prise en charge précoce, mais il ne faut pas partir de l'idée qu'il lui faut impérativement la scolarisation. Il y en a qui peuvent et d'autres qui ne peuvent pas. Ce n'est pas grave. Mais la prise en charge précoce va lui permettre de... Parce qu'en fait, nous, qu'est-ce qu'on cherche en réalité ? C'est de l'autonomiser. Tout simplement. C'est qu'il soit capable de se débrouiller tout seul. Tous les parents se posent la question, qu'est-ce qu'il va devenir après mon décès ? Exactement. C'est ce qu'ils se posent, c'est ce qu'ils se disent, c'est ça leur crainte. Exactement. Donc, au lieu d'être confronté à cette peur, moi je préfère anticiper les choses et aller dans un sens où je peux autonomiser cet enfant, l'aider à intégrer, à être inséré professionnellement pour qu'il puisse. C'est vrai qu'à un moment donné, peut-être qu'il va lui falloir un accompagnement, quelqu'un qui est là. C'est pas grave, on n'a pas besoin de médecins, on n'a pas besoin d'en faire des ingénieurs. S'il peut être jardinier, c'est parfait. Oui. S'il peut travailler, c'est le plus important. S'il peut être autonome, tout simplement qu'il ne soit pas dépendant d'une tierce personne. On va continuer le débat, mais un peu avant, enfin tout de suite, nous allons suivre un sujet, un reportage de notre journaliste Farid Abdelmesnem, insertion des enfants à besoins spécifiques dans le milieu scolaire. C'est Farid Abdelmesnem, mais c'est tout de suite. Les enfants à besoins spécifiques ont des conditions qui font que leur développement se passe différemment de celui de l'ensemble des enfants de leur âge. Il peut s'agir d'une déficience physique, sensorielle ou intellectuelle. C'est pour cela qu'ils ont besoin de mesures particulières pour accomplir les activités de leur quotidien. Justement, et dans ce sens, les ministères de l'Éducation nationale et de la Solidarité ont signé une convention portant l'insertion des enfants handicapés légers dans des établissements scolaires afin de leur assurer un cursus scolaire normal. L'article 14 qui stipule l'insertion de cette catégorie d'enfants, de les prendre en charge et de leur fournir les salles de classe nécessaires, ainsi que de les inscrire tout comme les autres élèves sur la plateforme numérique du ministère de l'Éducation nationale. Ils sont soumis à des examens d'évaluation et de contrôle et ont la priorité de passer au niveau supérieur sans avoir à subir l'examen de fin de cycle. Un programme mensuel هو programme تاع l'éducation nationale. Le programme نقراوه كامل de A à Z. نشوفوا la capacité, le niveau intellectuel de chaque enfant. Même le camp de chaque enfant. Parce que là, عندنا فروق فردية هكذا. وكم عندهم les difficultés d'apprentissage. Donc, حنا نشوفوا وين راهي la difficulté تاع chaque enfant والبروغرام شكون راح يخدموا؟ راح تخدموا l'enseignante. على حسب le niveau تاع les enfants كامل تاع la classe. Cette synergie entre les deux ministères permettra à ces enfants d'évoluer normalement et sereinement au sein de la société en général et des écoles en particulier. Ces enfants bénéficient du même programme scolaire que celui des autres élèves. À noter que leurs enseignants sont formés par le ministère de la Solidarité. La séance نديرو فيها حتى 1h30. Par exemple la classe normale 45 minutes. حنا non ما نديروش فيها 45 minutes. نديرو فيها 1h30. Des fois حتى 2 heures. Voilà, ça dépend la leçon. كاين la leçon يستوعبوها facilement, كاين des leçons ما يستوعبوهمش facilement. Ça prend du temps باش يفهموا. Voilà. Non, نديرو فيها presque 2 ans.
Un lieu où ils se frotteront à d'autres enfants, ce qui favorisera une progression optimale. D'ailleurs, des éducateurs spécialisés et dont la formation relève de la direction de l'action sociale et de la solidarité, des psychologues et des orthophonistes leur assurent l'éducation scolaire et le suivi. Pour rappel, 104 000 enfants en situation de handicap sont pris en charge par le système scolaire ordinaire. Une démarche qui vise à améliorer leur situation et à les accompagner vers une meilleure insertion sociale et professionnelle. Voilà, une meilleure insertion sociale et professionnelle. L'insertion professionnelle est très importante, justement de l'autonomie, on en parlait, et justement des ateliers où vous regroupez les jeunes parents, les nouveaux parents d'enfants porteurs de trisomie 21. C'est vrai que c'est difficile et c'est vrai qu'un long parcours, un vrai parcours du combattant les attend et vous les conseillez justement par rapport à ce qu'ils peuvent faire et par où ils doivent passer. C'est ça, donc je vous ai dit, la réflexion elle vient de ce lent parcours et justement on a prévu c'est un projet, c'est les prémices du projet, oui. C'est encore au début, mais pour première étape, nous avions organisé cet atelier justement destiné aux nouveaux parents. Et bizarrement, il y avait très peu de nouveaux parents, mais par contre, il y avait beaucoup de parents d'enfants porteurs de trisomie, enfin enfants adultes, je dirais, et adolescents. On va dire la nouvelle génération n'a pas répondu présent. Pas vraiment. Pas vraiment. Ne sont pas aussi impliqués que l'ancienne génération. Non, c'est pas ça. Peut-être que, c'est-à-dire que c'est le fait de voir là et maintenant. Ils ne sont pas prêts de rencontrer d'autres personnes parce qu'ils ont des bébés ou peut-être des enfants. Même pas ça, même pas ça. Je pense que c'est leur première inquiétude maintenant, c'est la scolarisation. Ils n'ont pas cette vision des choses lointaines, mais nous, on en est là aujourd'hui. C'est justement à 18 ans, qu'est-ce qu'il va en faire? Et c'était ça les inquiétudes et la demande des parents. C'est pour ça qu'on s'est dit avec une commission de professionnels, et c'est un groupe de réflexion qui regroupe des pédopsychiatres, des orthophonistes, des psychologues, des parents, qui vont dans le sens où on va justement prendre en charge les parents, parce qu'il est impératif de les impliquer, pas forcément, parce que généralement les parents ils sont là, ils sont impliqués, ils sont investis, oui. Mais les impliquer de façon étudiée et les prendre en charge, parce que c'est nécessaire de les prendre en charge sur le plan mental. Faire des groupes de parole, organiser des groupes de parole qui seront animés et encadrés et dirigés par des professionnels. Aussi, absolument. Il ne suffit pas de se rencontrer et de se dire on est dans la même galère. Non, ça ne suffit pas et ça ne suffit plus. À un moment donné, ça ne suffira plus. Donc là, le besoin est là. On a besoin d'aller de l'avant. On a besoin d'être, je disais à Madame tout à l'heure, d'être stratégique, de voir les choses de façon de planifier les choses pour qu'il y ait un devenir, professionnel, un devenir qui va dans le sens de l'épanouissement de cet adulte porteur de trisomie 21 et qui aide les parents à justement à le laisser vivre par ses propres moyens. Parce qu'il en a les moyens et il a des capacités pour pouvoir être actif et contribuer à la communauté. Et être autonome aussi. Absolument. Oui, Farah. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Madame quand elle parle de deux principes essentiels pour nos enfants, tous les enfants, quels qu'ils soient, c'est l'autonomie et l'épanouissement. Ce sont les deux axes sur lesquels il faut toujours travailler. Par contre, là où je ne peux pas vous suivre en tant que maman d'enfants autistes. Mais justement, vous êtes là toutes les deux pour représenter chacune une frange, on va dire, les porteurs. Avec votre vécu, avec vos témoignages, vous allez nous éclairer et peut-être éclairer aussi les gens qui sont en train de nous regarder et donner des solutions ou une piste. Voilà. Une piste, tout à fait. Et puis, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Il y a de belles choses qu'on peut réaliser avec nos enfants. Il y a des belles choses qui sont faisables aussi avec nos enfants. Tout à fait. Mais Madame, tout à l'heure, parlait de revenir à zéro. C'est-à-dire qu'on fournit des efforts, on se sacrifie, mais on se sacrifie, c'est un sacrifice à tous les niveaux. Et à la fin, on se retrouve toujours
à revenir à zéro. Mais cependant, ce n'est pas parce qu'on revient à zéro à chaque fois qu'il ne faut pas, c'est-à-dire se battre, qu'il ne faut pas continuer à y croire. Parce que je vous dis, Mounia est au courant, chaque année, on rencontre les mêmes problèmes. Oui, il y a les vacances, on se repose, la rentrée, c'est la guerre. Les vacances, on se repose, la rentrée, c'est la guerre. Tout à fait. Rentrée sociale, hein, je ne parle pas que de la rentrée scolaire. Donc, dans le tas de ces enfants, tous les enfants ne sont pas scolarisables, tous les enfants ne sont pas encore prêts à une intégration dans la société ou dans l'école ou dans la crèche. Tous ne le sont pas, mais parmi ceux-là, il y en a ceux qui le sont et qui sont rejetés arbitrairement. Ils sont rejetés à l'œil comme ça. Il y a des jugements qui sont donnés juste pour ces enfants qui ont droit. On ne peut pas baisser les bras. Tout à l'heure, Mounia avait parlé du regard du parent. Le parent croit en son enfant plus que quiconque. Même, il peut se tromper, il peut surestimer son enfant. Mais même s'il le surestime, il obtiendra des résultats. Quand on croit en quelque chose, quand on croit en quelqu'un, on le motive. Donc, il faut croire en l'enfant et motiver aussi les parents. Non pas les pousser à faire des erreurs ou bien les pousser à aller vers quelque chose qui est impossible ou bien leur demander d'aller protester ou demander des choses. Non, surtout pas. Les orienter, leur montrer les méthodes, le parcours à suivre. C'est ce que je disais au début. Il y a par rapport à la différence, on n'est pas au courant à la base. Justement. C'est pour ça qu'on commet des erreurs, nous, en tant que parents. En tant que parents. Et justement, pour la scolarisation, par exemple, que ce soit des enfants autistes ou des enfants porteurs de trisomie 21, comment que ça se passe? Est-ce que c'est dans des classes spéciales? Est-ce que vous êtes pour ou contre déjà le fait qu'il y ait des classes spéciales et le fait qu'ils ne soient pas mélangés avec les autres enfants, parce qu'à mon avis, ils devraient être mélangés pour que tout le monde apprenne qu'on est tous des enfants ici, et c'est tout. Moi, j'ai les cheveux blonds, toi, tu as les cheveux noirs, et ainsi de suite. Lui, il est autiste, lui, il ne l'est pas, mais on est tous des enfants. C'est dans ce sens-là. Est-ce que vous êtes plus pour une classe spéciale ou l'intégrer dans la classe normale? Oui, Farah, je vois que tu souris. Je suis prête à répondre à cette question parce que ce n'est pas à nous, en fait, de répondre à cette question. Moi, je peux répondre. Ce n'est pas à nous de décider. Oui, bien sûr. Oui, vas-y. Moi, je suis pour le mélange, pour la diversité, pour l'apprentissage, pour apprendre à nos enfants qu'il y a des enfants différents. Il faudra leur expliquer dès leur jeune âge qu'il y a tout type d'enfants. On a des enfants qui... Voilà, il faut leur expliquer dès qu'on les inscrit dans une crèche. D'ailleurs, dès que l'enfant commence à parler, on doit lui expliquer à travers des photos. Maintenant, on a tout à notre maison. On a des écrans partout, on a des téléviseurs, on a des programmes, des dessins animés. D'ailleurs, on voit en ce moment des dessins animés qui sont diversifiés. On trouve des personnes de couleur avec des cheveux raides, des cheveux bouclés, frisés. On voit de tout. Voilà, exactement. Expliquer à nos enfants dès leur jeune âge que si je rencontre un enfant trisomique, que c'est un enfant tout comme lui, il est différent, mais je peux aller discuter avec lui, je peux aller jouer avec lui. Tout comme les parents des enfants trisomiques ou autistes, ils doivent expliquer à leurs enfants que tu vas te retrouver en classe avec un enfant aussi peut-être différent par rapport à lui, mais ça n'empêcherait pas que ça soit ton ami. Les enfants, ils ne connaissent pas, ils n'ont pas de c'est les parents qui guident. Voilà, même si les enfants autistes ou trisomiques n'ont pas la parole facile, les enfants, ils n'ont pas besoin de parler pour discuter ou jouer. Exactement, ils n'ont pas besoin de parler pour communiquer entre eux, c'est vrai. Exactement. Ils ont besoin d'un jouet ou d'un petit bonbon et ça fait l'affaire. Oui, quand on donne notre avis, effectivement, on est pour l'inclusion. D'ailleurs, l'inclusion fait partie du modèle de développement humain qui fait partie de toutes les règles actuelles, les règles de l'OMS. L'inclusion est la règle d'or. L'inclusion est la base, est un droit et c'est une base, comme vient de dire Wahida, c'est une thérapie pour tout le monde. Même les enfants dits ordinaires, ils s'habituent à des enfants différents. Jusque-là, tout va bien. Mais maintenant, est-ce qu'on est pour ou contre les classes spéciales, les classes ordinaires, les centres? Est-ce qu'on est pour ou contre? En réalité, ce n'est pas à nous
On aurait aimé avoir une personne de la solidarité, mais ils n'ont pas répondu présent. Mais même avoir aussi, oui. C'est les spécialistes. Oui. C'est eux qui donnent leur avis. Et puis pas que des spécialistes. Je veux dire, il n'y a pas que le côté médical de la chose. Oui. Attention, mais justement, d'ailleurs l'autisme, c'est pas l'affaire des médecins du tout. Exactement. Mais justement. Les intégrer dans les classes ordinaires avec les autres, c'est très bien, au contraire, c'est super. Mais est-ce que les profs sont formés justement pour pouvoir enseigner à tout le monde de la même façon? Est-ce que cet enfant pourra suivre de la même façon que les autres enfants le programme, ou est-ce qu'il faudra lui aménager des horaires? Est-ce qu'il faut une AVS ou pas? Voilà, ce genre de choses. Ça dépend. Eh ben, si vous permettez, j'aimerais revenir à 2 ans en arrière, quand l'école a repris, après qu'il y ait eu la coupure, la pandémie, la Covid, le confinement, etc. À la rentrée 2020-2021, donc c'est là où l'école avait repris, le ministère de l'Éducation a pris des décisions extraordinaires, mais d'une avancée incroyable, parce qu'ils avaient réaménagé le volume horaire, les programmes. Ils ont enlevé la moitié des programmes, la moitié des leçons qu'ils estimaient pas utiles, ils les ont enlevées. Et puis, il y avait moins de charges. Je veux dire, il y avait moins d'élèves. Les classes étaient aérées. Et là, et ça a coïncidé avec l'instruction du président de la République, qui a été suivie après, parce que c'est vrai qu'il y a quelques enfants qui ont besoin d'être accompagnés d'AVS. Le centre psychopédagogique fait un compte rendu complet sur l'enfant avant sa scolarité, et dans le compte rendu, il est écrit, mentionné si l'enfant a besoin d'une AVS ou pas. Dans le cas où il a besoin d'une AVS, c'est là où on a encore un petit problème. Pourquoi? Parce qu'il faut la trouver soi-même, il faut la payer soi-même. Mais il y a eu aussi le fait voilà, je crois que c'est une deuxième révolution. Voilà. Une bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. Les parents, c'est un acquis. Le Premier ministre avait donné instruction à ce qu'on laisse les parents choisir eux-mêmes l'auxiliaire et peut-être accompagner eux-mêmes leurs enfants. Voilà. Et ça avait désengrangé un grand nombre d'enfants qui ont pu être scolarisés, avoir accès à l'école. Ça a été extraordinaire, et ça a permis à beaucoup d'enfants autistes d'être acceptés, d'être connus par les enseignantes. Finalement n'avaient pas trop elles ont découvert un autre type d'enfant différent, mais qui pouvait très bien rester en classe, évidemment, après l'évaluation de l'enfant. C'est pour ça que j'insiste sur ça. Mais ceci, c'est très bien, au contraire, avec le parent qui est là avec son enfant, c'est clair que l'enfant est différent, il est encore aussi rassuré par la présence du papa ou de la maman, ça dépend. C'est le schéma idéal, mais le souci aussi, c'est que tous les parents ne peuvent pas se permettre d'arrêter de travailler pour être l'AVS de son enfant. Exactement. Il y a le revers de la médaille. Voilà. Mais on ne peut pas tout avoir. On ne peut pas tout avoir, mais c'est déjà un grand pas. C'est tellement un acquis important sur lequel on tient, que la Fondation s'était déplacée à la fin de l'année dernière, juste avant les vacances de l'été, pour des réunions avec le ministère de l'Éducation, ensuite avec le ministère de la Solidarité, avec lesquels nous avons discuté de cette question, et on leur a demandé est-ce qu'ils allaient, si c'était possible, de laisser cette instruction toujours en vigueur. On nous avait rassurés. Et non seulement ils ont laissé les mamans et les proches accompagner les enfants, mais en plus ils ont sorti une instruction cette année qui disait que les enfants qui avaient déjà une auxiliaire n'étaient pas obligés de la réinscrire, parce que c'était ça, chaque année il faut réinscrire, il faut avoir l'autorisation avec l'année, le nom de l'école. Ils ont facilité les démarches. Les démarches au maximum. Alors, je rappelle juste le numéro de téléphone pour les personnes qui veulent témoigner ou nous poser des questions, justement. Alors, le 021 23 98 91 pour nous appeler et pour témoigner, pour nous poser des questions. Et je crois qu'on a déjà un appel aussi. C'est Monsieur Mahmoud Amoura. Bonjour Monsieur Amoura, comment allez-vous? Oui, bonjour tout le monde, et je vous salue, et je salue d'abord
vos invités, Madame Farah Assid et Madame Namara, qui sont très actifs en ce moment sur le terrain. Bon courage, je leur souhaite bon courage. Moi, je voudrais parler de scolarisation des enfants porteurs de trisomie en particulier. Donc, l'accessibilité à l'école qui malheureusement, depuis un long combat qu'on est en train de mener depuis 15 ans maintenant, l'accessibilité reste un truc non systématique. Donc, c'est toute une aventure. C'est téléphoner, c'est pas évident. Donc, chaque mois de septembre, chaque rentrée scolaire, les parents vraiment vivent une psychose, un drame, parce que ils savent pas où scolariser leurs enfants. Donc, actuellement, l'État a ouvert des classes entre guillemets spéciales qui sont gérées par la DAS, je crois, la Direction des Affaires sociales. Mais moi, ce que je voudrais souligner, c'est l'absence de programmes pédagogiques et de manuels pédagogiques, les outils pédagogiques. C'est-à-dire que l'enfant qui est en classe, il est au niveau 1 ou le niveau 2 ou là, mais il n'a pas de base, il n'y a pas de programme à suivre. L'enfant, il est en train de grandir, tableau l'adolescence, tableau l'âge adulte, et malheureusement de le dire, à 18 ans, c'est le retour à la case départ. Donc moi, je me dis que ce couloir-là, il est vraiment affreux et ça fait vraiment peur. Ça fait peur pour les parents et pour l'enfant, parce que l'enfant prend conscience à un certain âge, il prend conscience. Oui. Donc vous préconisez d'avoir un programme spécial justement pour les enfants porteurs de trisomie 21 ? Oui. Pour qu'ils réussissent leur vie, pour qu'en fait on atteigne une certaine autonomie. Parce que on parle d'inclusion, d'intégration, mais non, le problème n'est pas là. Le problème, il est basique, c'est absence de programme pédagogique, une absence elle est flagrante. Hein. D'accord. Merci Monsieur Amora, merci pour votre témoignage et merci pour cette information. Donc, comme disait Monsieur Amora, il faut un programme spécial pour l'autonomie plus tard, c'est ça. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Voilà. Parce qu'en fait, comme disait Madame, ce n'est pas tous les enfants qui peuvent être scolarisables. Et je voudrais souligner aussi qu'au niveau des établissements scolaires, en principe, il devrait y avoir des personnes qui sont chargées de réceptionner ces enfants, de leur faire passer des tests. Et pourquoi léser une personne par rapport à une autre ? Moi, mon fils, quand il avait 6 ans, je ne suis pas allée à l'école. Je ne l'ai pas inscrit. Pourquoi ? Parce que je sais qu'il aurait eu un refus. Vous n'avez pas essayé, vous ne vous êtes pas dit « non, je vais essayer quand même de l'inscrire ». Je n'avais pas envie de me bagarrer. Parce que je sais pertinemment qu'il y aurait eu un refus. Je sais pertinemment que le regard des personnes vers qui je me dirigerais serait mais qu'est-ce que vous faites là? Mais ça ne va pas, votre enfant est trisomique, pourquoi vous êtes là? Donc d'emblée, je savais que ça n'allait pas aboutir. Qu'est-ce que vous avez fait pour votre enfant, justement? En fait, il va falloir quand même plus d'1 heure pour en parler. Mais bon, il était dans un établissement qui n'était pas très adapté. Ensuite, privé? J'ai rejoint... Oui, privé. Et puis, j'ai rejoint l'ANIT quand il avait 7-8 ans. Et donc, il est passé directement vers une classe intégrée dans une école ordinaire. Et là encore, il fallait être toujours continuer le combat, parce qu'il fallait demander au directeur de les laisser un petit peu se mélanger, parce que même au moment des récréations, ils ne sortaient pas ensemble. Quand ils rentraient, ce n'est pas les mêmes horaires. Justement, quand ils sortent de l'école, ce n'est pas les mêmes horaires. Même si on fait des classes spéciales, justement, même si on fait des classes spéciales et on va dire c'est comme ça, c'est plus facile pour les éducateurs ou pour les professeurs, pour les AVS, pour tout ça, d'accord. Mais au moins les mélanger pendant une récréation
ou faire des activités qu'ils peuvent faire. Justement, pourquoi les adultes ne font pas ça, justement? Pourquoi les adultes... Je pense que ça se passe au niveau des écoles, ça ne se passe pas plus haut, parce que c'est au niveau des écoles et c'est les adultes au niveau des écoles, les directeurs et tout ça qui, je pense, prennent ces décisions. Mais si eux donnent l'exemple, déjà en faisant par exemple des classes spéciales, des activités manuelles, des activités où tout le monde peut participer. Aimé qu'il y ait des dispositifs et un service, je ne sais pas comment on peut appeler ça, c'est-à-dire dans une école primaire, où il y aurait des professionnels qui regrouperaient des parents, qui fassent des regroupements de parents d'enfants porteurs de trisomie 21 et de parents dits d'enfants ordinaires. Voilà. Moi, je me retrouvais souvent à attendre mon fils devant l'école primaire où je devais le récupérer, où les parents d'enfants dits ordinaires, ils étaient à part. On ne se mélangeait pas, même les parents, il y en avait qui ne... Ben oui, c'est contagieux, vous ne le saviez pas, Monia. Et donc, et une fois que j'ai récupéré mon fils, j'allais récupérer mon autre fils qui était dans une autre école. Et là où j'étais mélangée aux autres parents. Vous voyez, on passe d'un statut à un autre en un laps de temps très court et où on est confronté à cette réalité au regard de l'autre. Bon, c'est vrai que Dieu merci... Oui. Je parle de moi, Dieu merci, je suis psychologue, j'ai pu justement, j'allais vous demander, est-ce que le fait d'être psychologue, ça vous a aidé justement à faire le deuil de l'enfant, à dépasser ces étapes-là où vous êtes exclu, mis à part Eh bien, je vais vous dire, Monia, je suis partie vers la psychologie quand j'ai eu mon fils. Je n'ai pas toujours été psychologue. Et les gens qui me connaissent peuvent en témoigner. C'était un choix. J'ai vraiment un âge très avancé, j'ai repassé mon bac, j'ai refait des études par rapport, mais au début, et comme on dit, l'ironie du sort, au début c'était pour pouvoir l'aider. Je pensais que j'allais l'aider parce que quand j'ai vu qu'il y avait une absence de prise en charge en tout sens, je me suis dit, bon, je vais faire des études et je vais me retrousser les manches, je vais faire des études en psychologie et je vais pouvoir l'aider. Et finalement, je me suis retrouvée à m'aider moi-même. Parce qu'il fallait, j'ai compris qu'il fallait surpasser ce deuil, qu'il fallait aller de l'avant, qu'il fallait beaucoup de courage, parce que c'est long. Le combat est long. Le combat, c'est pas une année, c'est pas 2 ans. C'est toute une vie. C'est toute une vie, et c'est dans tout, c'est-à-dire en tout. On ne part pas en vacances comme tout le monde, on ne part pas chez la famille comme tout le monde, on ne peut pas disposer de notre temps comme toutes les familles, et on n'a pas toujours l'appui et le soutien, l'aide et le soutien de tout le monde. Donc les parents sont vraiment confrontés à une réalité très brutale. Oui. Et c'est de longue haleine. Oui. Voilà. Et c'est ça c'est-à-dire comment dirais-je, l'endurance du combat, pouvoir avoir cette endurance. Voilà. Ce que je retiens, c'est que grâce à votre fils, vous avez eu une nouvelle vie, une renaissance. Oui. Aussi. Oui. C'est pas que des choses négatives. Oui, il y a beaucoup de positifs et on est là pour le positif aussi. À être patient, ils nous apprennent les vraies leçons de vie, ils nous apprennent à connaître les personnes qui est de notre côté, qui ne peut pas nous aider. Ils nous apportent du bonheur. Tout à fait. En général, ils sont très joyeux, très, de l'amour pur. Très attentionnés, très câlins. Et j'en sais quelque chose. Jouer la comédie. Voilà. Eux au moins, ils ne savent pas jouer la comédie. Exactement, ils sont vrais. Il n'y a pas d'hypocrisie, ils sont vrais et sincères, et c'est très important, et c'est bien, ça nous apporte beaucoup au sein de la famille. N'est-ce pas, Wahida? Ok, oui. Ils sont artistes aussi, Monia. Oui. Moi, j'ai eu l'occasion d'assister à des expositions faites par des enfants, que ce soit autistes, trisomiques ou en situation de handicap. Et ben, ils font des merveilles. Créatifs. Oui, très créatifs. Donc, que ce soit des tableaux, des travaux manuels.
Enfin, c'est magnifique. Moi, je m'arrête, je discute avec les enfants pour les motiver. Quand je peux acheter, j'achète. Mais sinon, il faut vraiment les encourager. Moi, je dis à tous ceux qui nous regardent, lorsque vous passez devant une exposition où vous allez retrouver des enfants, arrêtez-vous, discutez avec eux, motivez-les. Ça va vraiment les encourager à aller loin. Et pourquoi pas faire de ça leur métier. Parce que là, à partir de 18 ans, j'ai remarqué que les parents se plaignent de plus en acheter leurs plus. produits. Surtout ça va les motiver. Oui, moi, je me retrouve avec plein de choses chez moi, faites par des enfants et tout. Et je suis très heureuse. Et puis, on a reçu l'année dernière Camille, tu te rappelles? Oui, c'était plein d'émotions aussi. Oui, c'est vrai. Elle est scolarisée, ben voilà, elle veut faire plus tard. Elle a fait du mannequinat. Exactement. Et justement, on a vu, j'ai remarqué, en fait, lorsque vous étiez en train de parler et tout, j'ai essayé de me situer un peu dans notre Algérie, me dire, c'est vrai que les enfants, ils sont dans quelle place dans notre Algérie? Et je me disais, en fait, moi, j'essaie toujours de voir le bon côté des choses. Et j'ai eu en tête des personnes, j'ai rencontré des enfants trisomiques qui travaillaient dans un restaurant. Ils faisaient que ce soit de la cuisine, ils faisaient le service, l'accueil. J'ai vu dans des entreprises aussi des enfants autistes qui faisaient de l'accueil, ils faisaient la réception. Mais je trouve ça vraiment beau, extraordinaire. Ça donne de l'espoir aux parents. Le fait de vous entendre, de savoir par où commencer pour arriver un jour à faire quelque chose de mon fils, je ne dirais pas ça comme ça, mais atteindre un objectif ou bien assurer un avenir pour mon enfant, c'est encourageant. Il faut savoir que la loi algérienne, en fait, elle oblige les entreprises à recruter des personnes en situation de handicap, c'est vrai. Oui, c'est dans la loi. La loi est faite pour, justement. Mais c'est pour ça qu'on arrive à sortir un peu la tête de l'eau. C'est parce que nous sommes protégés par nos lois. Voilà. Par les droits de nos enfants, par toutes les décisions qui sont faites par nos gouvernements. Et tout est positif de ce côté-là. Et comme on l'a dit tout à l'heure, c'est au niveau le plus bas de la société où on retrouve... Il faut changer les mentalités, justement, et les obstacles et tout ça. C'est en bas de la société. Justement, mais c'est pour ça qu'il faut l'inclusion, il faut justement qu'à l'école, les enfants soient tous ensemble pour apprendre aux enfants dès qu'ils sont jeunes que l'autre n'est pas différent. Il est comme lui, il faut l'accepter. Et si on éduque la nouvelle génération par rapport à ça, on aura des adultes qui vont ouvrir les yeux, qui vont changer les mentalités et qui vont faire que ça va être plus facile, je pense. C'est éduquer les enfants pour accepter tout le monde. Tout à fait. On appelle ça la mise en situation. Oui. Ça, c'est la mise en situation. C'est-à-dire mettre l'enfant en situation et voir ce qui en sort de positif de son environnement et de lui-même. Oui. C'est pour ça qu'il faut leur donner leur chance. Tout simplement. Donner la chance. Et là, on a affaire à des personnes peut-être qui ne sont pas sensibilisées, il y a un travail à faire, mais elles sont toujours là. Il y a des enfants à cette rentrée qui n'arrivent pas à être réintégrés dans leur classe parce qu'il y a toujours cette résistance. Les ennemis de l'inclusion sont en train de se frotter les mains. Vous savez, moi, à l'époque où toutes les portes se fermaient, il faut le dire pour avertir les parents, ne faites confiance qu'au public, ne faites confiance qu'à l'État. Ensuite, pour le privé, effectivement, c'est une solution pour celui qui peut. Moi, je parle de ceux qui ne peuvent pas. Ceux qui ont les moyens, ils se débrouillent, ils arrivent à s'en sortir. Mais on parle de ceux qui n'ont pas les moyens. C'est la masse, c'est la grande masse, ceux qui ne peuvent pas. Donc moi, quand les portes se fermaient à mon époque, ou que j'ai fermé moi-même, de peur qu'on n'accepte pas mon enfant, j'avais commis des erreurs. Quand j'ai essayé, j'ai même pas tenté le public. C'est une erreur de ma part. C'est une erreur, je l'avoue. D'autres portes se sont ouvertes. Vous imaginez en train de marcher dans un couloir où des portes sont fermées, j'essaie d'ouvrir, puis il y a des portes qui s'ouvrent toutes seules, avec des voix qui me disent « venez, venez ». C'était ça c'est ça. Et là, ces voix-là, il ne faut pas les écouter. Il ne faut pas aller. Il y a des gens qui profitent de notre détresse, etc. Donc, restez dans le cadre légal. Quand vous allez aux directions d'éducation ou bien à la DAS, on vous informe. On n'est pas là pour vous rejeter. Allez-y, n'ayez pas peur. Il faut aller se renseigner, il faut aller demander, il faut chercher les droits qu'on a, il faut les connaître, les droits des enfants
pour pouvoir... Il faut chercher à se renseigner. Et puis, voilà. Et puis, il n'y a pas de souci. On est là, les médias sont là pour sensibiliser. Et, voilà. Et c'est bien aussi de s'organiser en association. Vous avez créé la fondation, Elias, justement, pour aider aussi les parents. La fondation, son rôle, justement, c'est d'aider sans contrepartie, sans condition d'adhésion. C'est ça la fondation. C'est-à-dire que tous les enfants qui ont besoin de la fondation est là pour eux. Et ceux qui n'osent pas aller se déplacer pour poser des questions, ils peuvent se connecter à nos pages dans les réseaux sociaux. Nous sommes sur tous les réseaux sociaux. Il n'y a pas de souci. Posez toutes vos questions. On vous répondra. On vous orientera. Et pour que les choses soient un petit peu plus faciles et pour qu'ils ne commettent pas les mêmes erreurs que nous, pour qu'ils ne baissent pas les bras alors qu'ils sont dans leurs droits, il ne faut pas forcément aller vers le conflit. On peut, en faisant les choses correctement, on ne trouve plus d'excuses. Très bien. Alors, je vous interromps un moment parce qu'on a un appel téléphonique de la part de Nadia qui a sa nièce en école, justement, qui est scolarisée. Alors, bonjour Nadia. Bonjour. Ça va, vous allez bien? Ça va et vous? Alhamdoulilah, très bien. Alors, vous avez une nièce qui est scolarisée, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Et comme votre émission intéresse pratiquement tout le monde, et je vous remercie. Merci à vous. Voilà. Donc là, j'appelle, comme je suis du domaine à peu près médical. Donc elle m'appelle, elle m'a sollicité pour vous poser cette question. C'est vrai qu'au niveau des écoles, maintenant, ça existe des classes spéciales pour les enfants à mobilité réduite, trisomiques, et voilà. Donc, seulement, ils sont encadrés par des enseignantes dans chaque école. Voilà, donc je souhaiterais qu'il y aurait une petite amélioration, surtout au niveau des manuels, parce qu'on rencontre quand même un peu de difficultés. Voilà. L'enfant, quand il rentre à la maison, on n'arrive pas comment le suivre, quoi. On trouve aucun moyen pour pouvoir le suivre comme son frère ou sa sœur qui est en bonne santé. Voilà, vous rejoignez ce que disait M. Amoura tout à l'heure. Il faut un programme pédagogique spécial, justement, pour pouvoir les suivre et pour leur faciliter aussi la scolarisation. C'est cela? C'est ça, exactement. Très bien. Exactement. Très bien. Parce que quand même, ils arrivent à s'adapter au milieu des élèves scolarisés normaux dans toutes les écoles. Oui. Il reste que ce petit manque-là qui pourrait faire une bonne amélioration et l'enfant va se sentir quand même au même niveau, bien aligné avec l'enfant non atteint. Voilà. Très bien. Merci Nadia pour votre témoignage. Merci à vous. Et tout de suite, nous passons à la rubrique We Share de Wahida. Voilà, on est en direct, on est en train de discuter, de rigoler. Oui. Alors, Wahida, à ton tour. Justement, aujourd'hui, je vais partager avec vous WeShare, dans WeShare, des personnes hors du commun. Parce que moi, je n'appelle pas des enfants, je ne sais pas, ordinaires ou pas, moi, je les appelle des enfants hors du commun. Parce que vous avez des enfants qui sont hors du commun, c'est des génies dans leur domaine. En fait, en préparant l'émission, j'ai dit qu'est-ce que je pourrais dire, comment je pourrais remonter un peu le moral aux parents, des personnes qui nous regardent. Et bien, j'ai dit les personnalités connues qui sont atteintes d'autisme ou autres maladies. Et bien, j'en ai trouvé plusieurs. Quand je vous dis plusieurs, c'est des centaines et des centaines de personnes publiques qu'on connaît tous. Je commence par la première qui m'a captée, qui m'a intriguée. Il s'agit d'une jeune demoiselle qui a à peine 15 ans, Greta Thunberg. En fait, elle est autiste, elle est militante écologiste engagée dans la lutte contre le réchauffement climatique. Elle lance le mouvement de grève scolaire contre le climat qui s'étendra à travers le monde. Et en fait, ça s'est passé partout dans le monde. Elle a seulement 15 ans et elle est autiste. Elle est connue mondialement, oui. Voilà. Je ne savais pas qu'elle était autiste. Eh bien si, moi non plus. Eh ben, je vais vous dire aussi ma grande surprise, il s'agit de Bob Dylan. Qui ne le connaît pas? Tout le monde connaît Bob Dylan. Voilà. Il est auteur, compositeur, interprète, musicien, peintre, mais aussi sculpteur, cinéaste, poète américain, connu dans les années 60. Il est autiste lui aussi. Voilà, ils ont souvent la fibre artistique, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Voilà.
On parlait d'imagination tout à l'heure. Voilà, exactement. Ils sont très manuels aussi. Très manuels. Et j'étais aussi surprise d'apprendre qu'il y a un autre personnage, une autre personne qui est autiste. Il s'agit d'un grand phénomène qu'on a tous un peu vécu dans les années 90, les Pokémon. Oui. Pokémon, c'était un succès. Sachez qu'il s'agit de Satoshi Tajiri, créateur et producteur des jeux vidéo japonais. Vous imaginez, lorsqu'il était jeune, qu'est-ce qu'il faisait? Il adorait les jeux vidéo, mais aussi il collectait des insectes. Donc rassurez-vous. Oui, voilà. Oui. Rassurez-vous, si vous avez un enfant qui collectionne des choses, ne vous inquiétez pas, même s'il s'agit d'insectes, il peut finir par créer le plus grand dessin animé. Du coup, il s'est inspiré de ça pour créer les personnages. Exactement. Voilà. Exactement. Il y a aussi une autre personne qui a marqué l'histoire. Il s'agit de Marie Curie, la célèbre physicienne et chimiste polonaise mariée au physicien Pierre. Oui. Donc, elle a eu prix Nobel en 1903. Elle aussi, elle était autiste. Oui. Il y a aussi une autre personne qui m'a un peu surprise, voilà. Il y a une autre personne qui m'a un peu surprise, il s'agit du physicien théoricien qui est à l'origine de la théorie de la relativité restreinte et de la théorie relative. Il s'agit d'Albert Einstein. Vous imaginez, à son époque, on ne pouvait pas le diagnostiquer autiste ou pas, mais des chercheurs l'ont diagnostiqué après, parce que avant, on n'avait pas un mot sur l'autisme. Donc voilà, on ne le savait pas. Il y a une autre, Albert Einstein avec sa coupe un peu artistique. Oui. Et pour la dernière personne, là, c'est la meilleure pour moi. Il s'agit de Bill Gates. Bill Gates, lui aussi, il est autiste. Donc, c'est l'un des milliardaires du monde. Donc, dans le monde de l'informatique, Bill Gates, il est informaticien, entrepreneur, milliardaire américain, mais aussi il est autiste. Ils excellent beaucoup dans les sciences. Exactement. Voilà. Et puis j'en ai vu plein. Il y a eu des acteurs américains. Il y a le footballeur Messi que tout le monde connaît. Il y a plein de personnes qui souffrent que ce soit d'autisme. On a remarqué ces dernières années aussi beaucoup d'enfants porteurs de trisomie 21 qui sont dans le cinéma. Voilà, exactement, dans le cinéma. Et récemment, il y a eu un grand mannequin qui a signé aux États-Unis pour une grande marque. Donc, elle va faire dorénavant des défilés de mode. Il y a aussi des acteurs, il y a des entrepreneurs aussi. Elle n'est pas belle la vie, avec des enfants hors du commun. Non, justement, la Tipeee enrichit l'humanité. Voilà, exactement. La différence, c'est ça. Alors, on a un appel, désolée de vous interrompre, on a un appel de Hayat. Hayat, bonjour. Bonjour. Ça va, vous allez bien? Wallah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alors, عندك وليدك, c'est ça? نعم. ايه؟ راكي تعيطي لنا من المنيعة. alors عندك وليدك اللي كان يقرا. نعم. اوتيست. نعم. ايه؟ وحكي لنا كيفاش دخل المسيد، كان في المسيد تاع الدولة ولا بريفي، كيفاش درتي معاه؟ رحت ماركيتو العام اللي فات عادي كيما دراري. قبلوه لي ودخلوه. تري بيان. ومن بعد كي وصل وقت الامتحان قالوا لي لا هو كي ماركيتو على اساس باش يندمج. ومن بعد كي بدا الحمد لله لقيت معاه نتيجه كان بالمرافقه نورمالمون انا يماه المرافقه تاعو. ومن بعد كي لقيت صعوبات قالوا لي ممنوع الام تجي مرافقه تاعو كامل. درت انا مرافقه ليه كي قالوا لي ممنوع تدخلي انا درت مرافقه ليه. من بعد كي بدا الحمد لله شويه في الفصل الاول ما يفوتوش سنه اولى. الفصل الثاني كي بداو باش يفوت الامتحان قالوا لي لازم يفوت الامتحان. وجوز الامتحان؟ ما فوت بصح انا ما شفتش الورقه ما ولاتليش بحال المعلمه تاعو واش دار واش ما دارش. من بعد كي وصل باش يفوت الامتحان كي لقاو صعوبه باش يفوت الامتحان قلت لها انايا باش يندمج هو على اساس انه باش يندمج ماشي باش يقرا. ومن بعد كي ما فوتش الامتحان تاعو. هو كان يروح الامتحان بصح ما يكتبش اصلا النطق شويه عنده مازال. وما خلاوكش تكوني معاه في الامتحان باش ترافقيه برك، باش تكوني قدامه برك باش يقدر يكتب، ولا
pour lui faciliter la tâche باش هي كانت معاه مرافقه ومن بعد قالت لي ما بغاوليش ليا انا باش نكون مرافقه تاعو الاخر درت مرافقه انا نخلصها. داكور. ومن بعد قالت ما لازم ما يكتبش، هي ما تخليه هو تعطي له الورقه وحده ما يكتب. ماشي هي اللي تكتب في بلاصتو، لازم هو اللي يكتب. ايه انا فهماتك. مي هو كيما الحروف كيما يكتب الحروف كيما يعطوا له الحروف، بصح في المواد الاخرى كيما نقولوا العلميه وكامل هذو ما يجاوبش فيها. ودوكا مازالوا يقراوا ولا كيفاش دوكا؟ لا هذا العام حبسوه وجهوه للبيداغوجي، جاو اللي شافوا ليه وهو كي في القسم ما يتحركش، المهم ما يضربش ماشي عنيف. عنده توحد متوسط هو. داكوغ. صافيك هذا العام في المسيد قالوا لك ما نحكموش. ما نحكموش. داكوغ. وين وجهوه؟ في الفصل. نعم. وين وجهوه؟ وجهوه للمركز البيداغوجي. فوالا داكوغ. وحنا هنايا في المركز البيداغوجي كاين اكتظاظ. يقول لك استنى الدور سما حتى يوصل. سورشارج دي كلاس. داكوغ. وهو ديجا راهو من 2017 ماركي عندهم في البيداغوجي، بصح ما كاش بلاصه. ما كاش بلاصه. جيسبر ان شاء الله يكون المركز ماشي مخصص ليهم تاع التوحد، مخصص لذوي الاعاقه الذهنيه والحركي. وي ان شاء الله ان توكا يكونوا الميساج تاعك يكون جاز، وان شاء الله التيموانياج تاعك يكونوا سمعوه ان شاء الله. J'espère que ça changera les choses parce que c'est triste, voilà, c'est l'école, à chaque fois on dit c'est ça. Mais c'est la rentrée. Quand on avait enlevé les mesures barrières, nous on aurait voulu leur demander de laisser la réorganisation pédagogique telle qu'elle était. Qu'elle était, oui. C'était plus facile. Voilà, ou bien de la faire avec transition, ne pas aller comme ça dans brutalement. Brutalement, voilà. Ça a été remis brutalement, ça a remis en cause beaucoup d'enfants. L'inclusion en elle-même, elle a été remise en cause. Et ça, c'est à cause du nombre d'enfants par classe. Surcharge de classe, oui. Et du programme qui est chargé, parce qu'on a oublié un détail, on est en train d'en parler, mais il faut en parler. Oui. C'est que ceux qui ont passé 2 ans avec le régime exceptionnel. Oui, avec un programme allégé. 2 ans d'études avec un programme allégé. Maintenant, ils sont passés à un palier supérieur, un niveau supérieur, avec le programme qui a doublé, le volume horaire qui a triplé. Oui. Et la surcharge de nombre d'enfants en classe. Oui. Ça a été trop brutal. Peut-être qu'il fallait un petit peu y aller doucement voilà, progressivement peut-être. Oui. Donc, vous voyez, là c'est bien parce que l'école ne l'a pas renvoyé. Elle l'a réorienté pour qu'il ne reste pas à l'extérieur, dehors, à la maison. Ils l'ont réorienté, c'est ce qui se fait vers le centre psychopédagogique. Je crois qu'on a un autre appel, si c'est possible, peut-être un autre témoignage. Oui, allô, qui est c'est Samia, c'est ça. Vous avez un enfant, Lamia, pardon, voilà. Lamia, votre enfant est autiste, est-ce qu'il est scolarisé? Bonjour, rapidement Lamia, parce qu'on n'a pratiquement plus le temps. Mon fils, il est avant, je peux parler? Oui, bien sûr. Mon fils, avant le DSM-5, il était Asperger. Avec le DSM-5, il est considéré comme un autiste léger. Oui. Alors, mon parcours est celui de madame la psychologue clinicienne. Oui. Moi, j'étais chef de service presse. J'ai pris une retraite anticipée. Est-ce que vous pouvez juste éteindre votre télé parce qu'on s'entend? Je suis en train de remarquer, oui, il y a des interférences, Exactement. Oui. Alors, j'ai pris une retraite anticipée. Oui. J'ai décidé de faire des études en psychologie de l'éducation. Oui. Parce que là, le premier problème que rencontrent les parents, c'est bien le diagnostic. Oui. Surtout pour un enfant d'autisme léger. Les trisomies, on voit ça sur leur visage, je ne critique pas. Mais les autistes, c'est très très difficile. Oui. Alors il était mis, on ne peut pas diagnostiquer un enfant autiste. À la naissance. C'est clair. Surtout les légers. Il y a des alertes, il y a des trucs spécifiques. Quand c'est un autisme, s'il est sévère, on ne peut pas. Déjà, avant 3 ans. C'est des signes qu'on remarque quotidiennement avec l'enfant qui peut nous alerter, c'est ça? Oui, il y a pas, surtout quand c'est un autisme léger, c'est très très difficile. Alors, la période, ça, je ne peux pas parler d'une période de deuil. C'est la période du déni. On n'accepte pas.
Le déni fait partie du deuil, justement. C'est une étape du deuil, le déni. Non, c'est pas un deuil. C'est un déni. Alors, moi, ce que j'ai fait pendant 3 mois, il ne faut pas dépasser les 3 mois déjà. Je pleurais le soir. Alors, la décision que j'ai prise, j'ai pris une retraite anticipée. Je me suis inscrite. Moi, je croyais qu'avec un bac ancien, je ne pouvais pas m'inscrire sur le Jamia al-Nahariya, en psychologie clinique. Alors, j'ai opté pour l'UFC. Oui. J'ai eu un diplôme, c'est un DEA. Le sujet de mon mémoire, c'est j'ai pris 5 cas. J'ai fait mon stage pratique chez Beit al-Taifel. Très bien. Mais entre-temps, qu'est-ce que j'ai fait? Oui. Là, l'école était une souffrance pour Elias. Oui. Elias, c'est un Asperger langue. Oui. Vous voyez, c'est un Asperger langue. Je vous assure, moi, je suis redevenue très, très jeune à cause d'Elias, pour Elias. Oui. Alors, j'ai fait des études en droit. Maintenant, je suis spécialiste de l'autisme, je vous assure. Il suffit que je regarde un enfant. Et ce que je fais maintenant, c'est aider les mamans et les parents d'enfants autistes à sortir du déni. Du déni. Parce que quand on reste dans le déni, on ne peut pas aider notre enfant. Exactement. On ne peut pas le faire. Et maintenant, j'ai un diplôme en ABA. Oui. Et je prépare maintenant avec l'Université d'Auvergne un diplôme formatrice des formateurs. Avec le ministère de la Santé que je remercie beaucoup. Très bien, je vous remercie. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps. C'est la fin de l'émission déjà. J'aurais aimé avoir encore plus d'informations. Votre enfant vous a donné une nouvelle vie, tout comme pour toi. Beaucoup de monde. Comme beaucoup de mamans qui se sont complètement réorientées. Ça fait ressortir le meilleur de nous. Le meilleur de vous. Oui. Là, j'ai juste le temps de vous remercier. Merci beaucoup, mesdames. Docteur Samia Lamara, psychologue, et Madame Farah Assid, présidente de l'association Fondation Elias. Oui, rapidement. C'est l'Octobre Rose. Oui. On vient de voir que c'est les mamans qui se sacrifient pour leurs enfants. Oui. Nos enfants ont besoin de nous. Allez vous dépister, vous tapez #Octobre Rose partout sur les réseaux sociaux et vous trouverez des caravanes gratuites pour les dépistages. Exactement, c'est très important. Il faut le faire pour vos enfants surtout. Voilà. Merci Farah, merci beaucoup. Merci Samia, merci à vous. Vous faites partie de la famille et c'était un plaisir de vous avoir. Et j'en ai des émotions. Merci Wahida. Et puis à demain, on parlera de dépression saisonnière. C'est pour ça qu'on parlait de beau temps. Au revoir.